Imaginez-vous face à une foule de 200 personnes, toutes prêtes à rire de votre échec. Pas de diplôme, pas de titre, juste une clé à la main et un moteur cassé qui vaut des millions. Pourriez-vous prouver que vous êtes plus grand que leur moquerie? Voici l'histoire d'une femme qui a tout perdu, mais qui, en 30 minutes, va changer le destin d'une salle entière. Et peut-être le vôtre. Restez jusqu'à la fin pour découvrir un secret qui va vous couper le souffle. La grande salle de conférence de Sterling Aerospace, à Detroit, vibrait d'une énergie électrique comme un orage prêt à éclater. Les murs modernes en verre et acier reflétaient les lumières éclatantes, tandis que 200 des esprits les plus brillants de la ville, ingénieurs de haut vol, cadres en costumes impeccables et journalistes au stylo affûté, remplissaient les sièges de l'auditorium. Tous les regards convergeaient vers la scène où se déroulait un spectacle inattendu, presque théâtral. Au centre, une femme semblait déplacée, comme une intruse dans cet univers d'élite. Eleanor Mitchell, 35 ans, portait une simple chemise blanche achetée dans un magasin discount et un jean délavé qui avait vu trop de jours. Ses baskets usées crissaient légèrement sur le sol poli et ses cheveux bruns, attachés en une queue de cheval pratique, ne laissaient aucun indice de grandeur. À côté d'elle trônait le R7000, un moteur d'avion valant 2 millions de dollars, une merveille technologique que l'équipe d'ingénieurs diplômés de MIT de Sterling n'avait pas réussi à réparer en 3 jours entiers. Richard Sterling, le PDG de l'entreprise, se tenait au bord de la scène, le micro dans une main, un sourire narquois aux lèvres. Sa voix, grave et pleine d'une arrogance soigneusement cultivée, résonnait dans la salle comme un défi. « Mesdames et messieurs, cette femme, Eleanor Mitchell, pense qu'elle peut rejoindre notre équipe d'ingénieurs d'élite. Pas de diplôme, pas de formation, rien d'autre que des illusions. » Avec un geste théâtral, il lança une clé à molette à ses pieds. Le métal heurta le sol dans un claquement retentissant, amplifié par le silence soudain de la foule. « Vous avez 30 minutes pour réparer ce que mes meilleurs ingénieurs n'ont pas pu. Échouez et vous quittez cet endroit pour toujours. » La salle explosa en rire moqueur, un murmure cruel qui ricochait contre les murs. Eleanor se baissa lentement, ramassa la clé, ses mains tremblant légèrement. Une lueur de douleur ancienne traversa ses yeux bruns, comme un souvenir qu'elle tentait d'enfouir. Mais ce que cette foule ignorait, c'était qu'elle n'était pas celle qu'il pensait. Derrière cette apparence ordinaire se cachait une vérité explosive, prête à bouleverser toutes leurs certitudes. Et si la personne que tout le monde sous-estime cachait un secret capable de faire trembler une industrie entière, continuez à regarder, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur le talent et le courage. Que feriez-vous à sa place? Imaginez-vous sur cette scène, sous les rires et les regards méprisants. Resteriez-vous pour prouver votre valeur ou partiriez-vous, la tête basse? Parfois, la plus grande force réside dans le moment où vous choisissez de révéler qui vous êtes vraiment. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que la dignité peut triompher de l'arrogance? Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour soutenir plus de récits comme celui-ci. Eleanor vivait dans un modeste appartement à l'est de Détroit, un quartier où le grondement des usines se mêlait au sifflement du vent à travers des murs fins, comme du papier. Chaque matin, à 5 heures précises, elle préparait son café noir dans une vieille tasse ébréchée, s'asseyait près de la fenêtre et fixait l'horizon industriel où des cheminées crachaient des volutes grises dans le ciel pâle. Ces moments de solitude étaient de son refuge, un endroit où elle pouvait repousser les souvenirs douloureux qui menaçaient de ressurgir. Ses voisins la connaissaient comme la femme discrète qui travaillait à la bibliothèque publique, rangeant des livres et aidant les enfants du quartier avec leurs devoirs de science. Elle portait toujours des chemises blanches bon marché, des baskets usées jusqu'à la corde, et ses cheveux bruns étaient retirés en une queue de cheval sans prétention. Pas de bijoux, pas de maquillage, rien qui ne trahisse autre chose qu'une vie simple. Madame Henderson, la voisine curieuse d'à côté, murmurait souvent aux autres locataires « Eleanor est gentille, mais il y a quelque chose de brisé en elle, une tristesse qu'elle porte comme un manteau invisible. » Mais ce que Madame Henderson ignorait, c'était qu'Eleanor avait récemment postulé pour un poste chez Sterling Aerospace, la plus grande entreprise aéronautique du Michigan. Pas pour un rôle prestigieux comme chef ingénieur ou conceptrice senior, des positions qu'elle aurait méritées dans une autre vie. Mais pour un simple emploi de technicienne, un poste d'entrée de gamme, celui que les jeunes diplômés convoitaient. Lors de son premier entretien, elle était restée évasive sur son parcours. Formation, j'ai appris en travaillant de mes mains, avait-elle dit, sa voix calme mais ferme. Expérience, des garages à Détroit réparant des voitures. Mark Davidson, le recruteur, l'avait regardée avec un scepticisme à peine dissimulé. Ses sourcils fronçaient comme s'il cherchait à comprendre pourquoi une femme de 35 ans visait si bas. Pas de diplôme, pas de certification, avait-il insisté. Eleanor avait soutenu son regard, un éclat de détermination dans les yeux.
Parfois, la passion vaut plus que des bouts de papier. Mais son test pratique avait raconté une toute autre histoire. Avec une précision presque surnaturelle, Eleanor diagnostiquait les problèmes de moteur rien qu'en écoutant leur ronronnement. Ses doigts, fins, dansaient sur les composants mécaniques avec une aisance qui trahissait des années d'expertise. Elle avait complété l'évaluation en moitié moins de temps que prévu, repérant des défauts que même les techniciens seniors de Sterling avaient à manquer. Les murmures s'étaient vite répandus dans les couloirs de l'entreprise. Une femme sans diplôme, sans passé officiel, surpassait leurs meilleurs ingénieurs. Cette nouvelle était arrivée jusqu'aux oreilles de Richard Sterling lui-même et sa réaction fut immédiate, viscérale. « Impossible !» avait-il rugi lors de la réunion du lundi matin frappant la table de conférence de son poing. « Aucune femme sans formation ne peut battre mes ingénieurs de MIT. » Son orgueil, une forteresse bâtie sur des années de succès et de privilèges, refusait d'accepter cette idée. Ainsi, cet entretien spécial avait été organisé, non pas pour évaluer les compétences d'Eleanor, mais pour l'humilier publiquement, pour prouver que l'excellence technique appartenait uniquement à ceux qui brandissaient des diplômes prestigieux et le bon genre. Eleanor savait que c'était un piège. Elle l'avait compris dès qu'elle avait reçu l'invitation, un courriel froid signé par le bureau de Sterling. Pourtant, elle était venue, portant en elle des secrets qui allaient bientôt faire voler en éclats toutes les certitudes de cette salle. Et si cette femme, que tout le monde prend pour une simple bibliothécaire, était en réalité une génie oubliée, prête à renverser un empire d'arrogance, ne quittez pas car la vérité qu'Eleanor va révéler va vous laisser sans voix. Il y a 5 ans, dans l'auditorium scintillant du centre spatial Johnson à Houston, Texas, une autre Eleanor Mitchell se tenait sous les projecteurs. À seulement 30 ans, vêtue d'un élégant costume bleu marine qui soulignait son assurance professionnelle, elle recevait les honneurs comme la plus jeune ingénieure en chef de l'histoire du programme Orion de la NASA. Son invention, un système de propulsion révolutionnaire, réduisait la consommation de carburant de 40%, tout en augmentant l'efficacité de 60%. Les flashs des appareils photo crépitaient, et le directeur de la NASA, un homme aux tempes grisonnantes, avait pris le micro pour déclarer « Dr Mitchell n'a pas seulement avancé notre mission vers Mars, elle a redéfini ce qui est possible dans l'ingénierie aéronautique. » La foule avait applaudi à tout rompre, mais les yeux d'Eleanor cherchaient une seule personne dans l'assemblée. Daniel Walsh, son fiancé et partenaire de recherche qui rayonnait de fierté au premier rang, ensemble, ils avaient dépassé d'innombrables nuits dans le laboratoire, à peaufiner ce système, à rêver d'un avenir où l'humanité toucherait les étoiles. Le lendemain, ils devaient déposer un brevet commun. La semaine suivante, ils se marieraient dans une cérémonie intime avec leurs collègues de la NASA. Mais cette nuit-là, tout s'était brisé comme du verre sous une pression écrasante. Eleanor était revenue au laboratoire pour récupérer son carnet personnel. Dans la pénombre, elle avait trouvé Daniel penché sur son ordinateur, copiant l'ensemble de leurs recherches confidentielles sur des disques externes. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix tremblait, oscillant entre confusion et peur grandissante. Il s'était retourné, sans honte, sans même feindre la culpabilité. « Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, Eleanor. Lockheed Martin m'a offert 50 millions pour cette technologie, pour moi seul. » Ces mots l'avaient frappé comme des coups physiques. « Notre travail, le travail de la NASA, tu ne peux pas. » Sa voix s'était brisée, mais le rire de Daniel, tranchant et cruel, avait coupé court à ses protestations. « Notre travail ? S'il te plaît, Eleanor, tu crois vraiment qu'on pense qu'une femme de 30 ans a conçu ça ? Tu n'es qu'un joli décor, ma chère. » La trahison était une lame plantée dans son cœur. 5 ans d'amour, de rêves partagés, de promesses murmurées dans les petites heures du matin après des découvertes révolutionnaires, tout cela n'était qu'un mensonge, une manipulation calculée. Daniel avait tout orchestré, documentant chaque interaction pour se présenter comme le chef de projet, reléguant Eleanor au rôle d'assistante. Quand elle avait tenté de l'arrêter, il avait déclenché une alarme de sécurité falsifiée, l'accusant de voler des données classifiées. Pire encore, il avait saboté les systèmes de sécurité du laboratoire pour détruire les preuves. L'explosion qui avait suivi avait laissé Eleanor avec des dommages nerveux graves à la main droite, la main qui avait dessiné des schémas, construit des prototypes, atteint les étoiles. 6 mois d'enquête avaient de suivi, un cauchemar bureaucratique. Daniel avait été méticuleux, emails falsifiés, vidéos de sécurité truquées, témoignages achetés de collègues qu'il avait manipulés pendant des années. Eleanor s'était retrouvée étiquetée comme traîtresse, discrètement licenciée par la NASA pour éviter un scandale public. Mais la blessure la plus profonde n'était ni professionnelle ni physique. C'était d'apprendre que Daniel avait été recruté par Lockheed dès le début, chargé de se rapprocher de l'ingénieure la plus prometteuse de la NASA. « Tu étais parfaite », lui avait-il dit lors d'une déposition, sa voix aussi légère que s'il parlait de la météo. Assez brillante pour créer ce dont ils avaient de besoin. Assez naïve pour me faire confiance complètement. Son travail portait désormais son nom. Ses rêves écrasés sous le poids de la cupidité et de la trahison. Cette nuit-là, à Houston, Eleanor avait rangé son doctorat du MIT, ses médailles de la NASA et la bague de fiançailles qu'elle n'avait jamais portée. Debout dans son appartement vide, elle avait pris une décision.
Elle ne se battrait pas dans des tribunaux qui l'avaient déjà condamnée. Elle ne supplierait pas pour une justice que le système, obsédé par les titres, ne lui accorderait pas. Elle disparaîtrait, deviendrait quelqu'un d'oubliable, quelqu'un qui pourrait trouver la paix dans l'anonymat. Mais maintenant, 5 ans plus tard, debout dans l'auditorium de Sterling Aerospace, face à un moteur qui portait les cicatrices de son design volé, le passé et le présent entraient en collision avec une force dévastatrice. Vous pensez que l'histoire est finie ? Détrompez-vous. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes est une leçon de courage et de rédemption qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Restez jusqu'à la fin et si cette histoire vous inspire, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour rejoindre notre communauté de rêveurs. La foule dans l'auditorium de Sterling devenait impatiente, son excitation presque palpable dans l'air recyclé. Richard Sterling paradait sur la scène comme un acteur savourant son moment de gloire, certain de la chute imminente d'Eleanor. « Mesdames et messieurs », lança-t-il avec une grandiloquence calculée, « aujourd'hui, nous allons montrer pourquoi Sterling Aerospace n'engage que les meilleurs. Ceux qui ont des diplômes, des preuves, du mérite. » Ses yeux se posèrent sur Eleanor avec une satisfaction prédatrice. Mademoiselle Mitchell croit qu'elle peut rejoindre notre équipe d'élite. Pas de diplôme, pas d'expérience reconnue, juste une confiance mal placée. La salle éclata de rire cruel. James Morrison, chef du département d'ingénierie, s'avança, son anneau de diplômé du MIT scintillant sous les projecteurs. « Richard, c'est une perte de temps. Elle a clairement regardé trop de tutoriels YouTube. » Sarah Chen, ingénieure principale, ajouta sa voix au cœur de moquerie. « J'ai lu son dossier, travail de bibliothécaire, réparer des voitures dans des garages. Ici, ce n'est pas un terrain de jeu pour amateurs, c'est là où les vrais ingénieurs travaillent sur des technologies à millions. » Ces mots, c'était de tremper dans l'arrogance institutionnelle qu'Eleanor avait autrefois affrontée, à l'époque où elle avait des titres pour se défendre. Un jeune ingénieur, à peine 25 ans, fraîchement diplômé du MIT, pointa du doigt la main tremblante d'Eleanor. « Regardez, elle tremble déjà, elle n'a probablement jamais vu un moteur d'avion de près. » La salle rugit de rire, les téléphones portables se levèrent pour capturer l'humiliation et les journalistes locaux griffonnaient déjà des titres sur « La femme délirante qui a défié l'élite de Détroit ». Le R7000 a un défaut majeur, poursuivit Richard, désignant le moteur avec un geste dramatique. Mes meilleurs ingénieurs, tous diplômés des meilleures universités, ont cherché pendant 3 jours sans le trouver. Mademoiselle Mitchell a 30 minutes. Il marqua une pause, laissant l'impossibilité de la tâche s'installer. Quand elle échouera, et elle échouera, cela rappellera à d'autres, comme elle, de rester à leur place. Lorsque les doigts d'Eleanor touchèrent la surface froide du moteur, une vague de souvenirs la submergea. Les nuits blanches, à la NASA, la joie pure de créer, la passion qui l'avait poussée à révolutionner le voyage spatial. Et les mains de Daniel sur les siennes, autrefois perçues comme un geste d'amour, mais maintenant révélées comme une tentative de possession, de contrôle, de vol. Le temps file, lança Sarah moqueuse, besoin d'aide pour trouver le capot du moteur, où on appelle un vrai ingénieur ? La foule rit de plus belle, mais Eleanor était déjà plongée dans son analyse. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Ce moteur n'était pas simplement similaire à son design Orion, c'était son design, perverti par quelqu'un qui n'en comprenait pas les principes fondamentaux. La fréquence de résonance était mal réglée, le rapport de compression déséquilibré. À haute altitude, ce moteur subirait une défaillance catastrophique, transformant un avion en piège mortel. Celui qui avait vendu ce design, Daniel directement ou via des intermédiaires corporate, avait créé une bombe volante. « 20 minutes » annonça Richard avec jubilation. « Je suppose que vous n'avez pas besoin qu'on vous indique quel bout est en haut. » Plus de rire, plus de téléphone filmant, mais l'esprit d'Eleanor courait à travers des calculs, des possibilités, des implications. Elle pouvait révéler la vérité maintenant, clamer qui elle était, ce que ce moteur représentait vraiment. Mais en regardant les visages avides, attendant son échec, elle comprit qu'il ne la croirait pas sans preuve. Elle devrait démontrer des compétences qu'aucune mécanicienne de garage ne pourrait posséder. Le jeune diplômé du MIT s'approcha, enhardi par son silence. « Peut-être quel prix ? Eh madame, ici, c'est de l'ingénierie, pas une église. Les prières ne répardent pas le métal. » La main d'Eleanor s'immobilisa sur le moteur. Pendant 5 ans, elle s'était cachée de ce monde, de sa douleur, de sa trahison. Mais face à une version corrompue de son œuvre, qui pourrait tuer des innocents, elle devait faire un choix, laisser l'orgueil l'emporter et partir, ou révéler la vérité au risque de tout perdre, y compris la vie tranquille qu'elle s'était construite. À 10 minutes de la fin, Richard se moqua encore. Elle découvre enfin la différence entre réparer une Toyota et l'ingénierie aéronautique. Eleanor recula, posant ses outils. La salle devint silencieuse, anticipant sa capitulation. Elle glissa la main dans sa poche, ses doigts, trouvant une petite épingle de la NASA qu'elle portait toujours, usée par 5 ans de manipulation secrète. Les mots gravés scintillaient sous la lumière. Ad astra per aspera. Vers les étoiles à travers les difficultés. À cet instant, Eleanor se souvint de la petite fille de 8 ans qui regardait le lancement d'une navette spatiale depuis Cap Canaveral, promettant de construire des moteurs pour emmener l'humanité vers Mars. Elle se rappela les mots de son père, la veille de son départ pour le MIT. «
Eleanor, tu es née pour voler, ne laisse personne couper tes ailes. Surtout, elle pensa à son équipe à la NASA, ces esprits brillants qui avaient cru en sa vision, travaillé à ses côtés, rêvé d'un avenir commun. Ces gens méritèrent mieux qu'un moteur perverti en contrefaçon dangereuse. Son rêve méritait mieux. « Vous abandonnez » lança Sarah Chen, sa voix tranchante de satisfaction. Eleanor leva les yeux vers les fenêtres de la salle où le ciel gris de Détroit s'étendait à perte de vue. Quelque part au-delà de ces nuages se trouvait l'univers qu'elle avait jadis rêvé de conquérir. Elle pouvait partir maintenant, retourner à sa vie paisible à la bibliothèque, laisser le passé enfoui. Mais si ce moteur volait et échouait, si des gens mouraient parce qu'elle avait choisi le silence plutôt que la vérité, pourrait-elle vivre avec ce poids ? Son père lui avait appris que l'intégrité ne consistait pas à être reconnu pour avoir fait le bien, mais à faire le bien, même quand personne ne vous remercie. 5 minutes, tonna Richard, certain de sa victoire. Eleanor se retourna et quelque chose dans son expression fit reculer instinctivement le premier rang. Quand elle parla, sa voix portait une autorité qui réduisit même Richard au silence. « J'ai besoin d'un micro-modeur numérique et d'un kit d'étalonnage de pression. Modèle Matsuo et Fluke, précisément ?» Elle marqua une pause, son regard perçant. « À moins que vous ne vouliez que ce moteur explose à 12 000 mètres d'altitude. » James Morrison bégaya, choqué par sa transformation soudaine. Exploser ? Mais Eleanor était déjà en action, ses mouvements rapides et précis malgré sa main abîmée. En 30 secondes, elle démonte le système de régulation de pression. Une tâche que toute l'équipe MIT de Sterling n'avait pas accomplie en 3 jours. « Regardez ici », dit-elle, pointant un défaut microscopique, sa voix empreinte d'une certitude absolue. La fréquence de résonance est désynchronisée du rapport de compression. À l'altitude de croisière, la différence de pression créera des vibrations harmoniques dans la chambre de combustion. Échec structurel total en quelques minutes. Sarah Chen s'avança, le visage blême. « C'est impossible. Comment pourriez-vous connaître la fréquence de résonance ?» Eleanor la coupa, ses mains continuant leur travail. « Parce que c'est une version modifiée de mon design Orion. Quelqu'un l'a copié sans comprendre les principes fondamentaux. Le rapport de compression doit être exactement de 14,7 pour 1, pas 15,2 comme ici. » Richard Sterling se figea, sa voix tremblante. « Orion ? Le moteur Orion de la NASA ? Comment pourriez-vous ?» Mais Eleanor était déjà plongée dans la réparation, récitant des spécifications avec une précision mécanique, temps d'injection de carburant, 23,7 microsecondes, vitesse de turbine, 97 300 tours par minute, rapport de dérivation, 5,1 pour 1. Chaque chiffre était exact, impossible à connaître sans accès à des documents classifiés de la NASA ou sans être la conceptrice originale. La foule regardait, médusée, alors qu'Eleanor recalibrait le système avec des mouvements si fluides qu'il semblait chorégraphiés. Le jeune ingénieur qui s'était moqué d'elle restait bouche bée, son arrogance envolée. Ce n'étaient pas les gestes d'une mécanicienne de garage ou d'une bibliothécaire. C'était de la maîtrise au plus haut niveau, le genre de compétence acquise par des années de travail pionnier en ingénierie aéronautique. « Terminé » annonça Eleanor, posant ses outils. Elle lança la séquence de test et le moteur rugit à la vie avec un son si parfaitement calibré qu'il semblait presque musical. Chaque paramètre sur l'écran de diagnostic s'afficha en vert, des lectures optimales sur toute la ligne. « Qui êtes-vous » La voix de James Morrison se brisa sous le choc. Eleanor essuya ses mains sur un chiffon puis se tourna vers la foule. Le tremblement de sa main blessée avait disparu, remplacé par une assurance inébranlable. « Je suis la personne qui a averti la NASA de ce même mode de défaillance il y a 5 ans, quand j'ai conçu le moteur Orion. » La révélation frappa la salle comme une onde de choc. « Impossible !» protesta Sarah Chen, sa voix montant dans une hystérie naissante. « Le moteur Orion a été conçu par Dr Eleanor Mitchell et elle est morte ou discréditée. » Eleanor laissa échapper un rire sans joie, teinté d'une profonde tristesse. « Je suis juste là devant vous. Vous ne m'avez pas vu à cause de vos préjugés. » Elle retroussa sa manche, révélant les cicatrices étendues qui couvraient de son bras droit, du poignet au coude. Les marques de l'explosion causée par Daniel, gravées dans sa chair comme un rappel permanent de sa chute. Un journaliste âgé, au 3e rang, se leva en tremblant, sa voix frémissante de reconnaissance. « Eleanor Mitchell, le prodige qui devait nous emmener sur Mars ?» Eleanor hocha la tête, une confirmation simple qui brisa les certitudes de 200 personnes. La salle plongea dans le chaos, flash d'appareils photo, téléphone sonnant pour appeler des rédacteurs, et Richard Sterling s'agrippant au podium comme si c'était la seule chose solide dans son univers qui s'effondrait. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, le visage blême. « Les rapports disaient que vous... Daniel Walsh a dit que vous... » Eleanor répéta le nom comme une malédiction. « Daniel Walsh, l'homme qui a vendu mon design à Lockheed Martin pour 50 millions de dollars. Et apparemment, Lockheed vous l'a vendu, monsieur Sterling. » Elle s'approcha d'un terminal informatique, tapa quelques commandes rapides et l'écran s'illumina avec les plans originaux du moteur Orion, remplis de ses signatures numériques intégrées dans les commentaires du code EM-NASA 2019, parsemés dans la documentation. « Voici la preuve que votre R7000 est une copie illégale de mon travail. »
Elle brandit son téléphone affichant des documents juridiques. Et ceci est un ordre de cessation et de désistement accompagné d'une poursuite pour violation de brevet de 500 millions de dollars. Richard s'effondra sur sa chaise comme si ses jambes l'avaient lâché. Mais les mots suivants d'Eleanor choquèrent la salle encore davantage. « Cependant, je ne vais pas porter plainte. » Un silence absolu suivit. « Je ne suis pas venu ici pour la vengeance ou l'argent. Je suis venu parce que j'ai reconnu mon propre design corrompu en quelque chose qui pourrait tuer des innocents. C'est tout. » Elle fixa la caméra la plus proche, sachant que ses paroles résonneraient bien au-delà de cette salle. « Il y a 5 ans, j'ai laissé l'amour et la confiance m'aveugler face à la trahison. J'ai tout perdu à cause de la cupidité d'un homme. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas laisser le passé définir mon avenir. Aujourd'hui, je choisis de réparer ce qui est cassé et de partir. » Elle se tourna vers Richard Sterling, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Le moteur est réparé. Mes honoraires seront de $1, le prix d'un café. Parce que l'excellence en ingénierie ne se mesure pas à l'ego ou au genre, mais à sa capacité à sauver des vies. » Puis, s'adressant à toute la salle, elle ajouta « Vous voulez savoir qui je suis vraiment ? Je suis quelqu'un qui croit que le talent ne réside pas dans des diplômes accrochés au mur ou dans les circonstances de naissance. Il vit dans la passion, le dévouement et le courage de continuer quand le monde vous dit que vous ne valez rien. » La salle resta figée dans un silence absolu, alors qu'Eleanor ramassait son sac en toile simple et se préparait à partir. Les mêmes ingénieurs qui s'étaient moqués d'elle, les cadres qui avaient comploté pour l'humilier, les journalistes venus documenter son échec restaient immobiles, statufiés par la honte et la révélation. Sarah Chen fut la première à briser le sort, sa voix tremblante de larmes contenues. « Attendez, s'il vous plaît. Je suis tellement désolée. Ce que nous avons fait est impardonnable. » Eleanor s'arrêta au bord de la scène, regardant la jeune femme qui avait été parmi ses plus cruels bourreaux. « Désolé ne change pas ce qui s'est passé, Sarah. Mais ça pourrait changer ce qui arrivera ensuite. » James Morrison s'avança, son anneau du MIT pesant soudain comme une chaîne à son doigt. « Docteur, Mitchell, restez. Sterling Aerospace a besoin de quelqu'un comme vous. Nous pouvons vous offrir n'importe quel poste, n'importe quel salaire. » Eleanor l'interrompit doucement. « Ce dont vous avez besoin, c'est de changer votre culture, pas de m'embaucher pour apaiser votre culpabilité. Regardez cette salle. Combien de femmes sont dans votre équipe d'ingénieurs ? Combien de personnes avez-vous rejetées parce qu'elles n'avaient pas le bon diplôme ou l'apparence attendue ?» Elle désigna le moteur, dont le bourdonnement parfait emplissait le silence. « Cette machine se fiche de vos préjugés. Vous devriez en faire autant. » Richard Sterling retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne fût qu'un murmure. « Je vais réparer ça. Tout ce qu'il faudra. Je rétablirai votre réputation, je ferai savoir la vérité à tous. » Eleanor le regarda avec une intensité calme. « Monsieur Sterling, vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez ouvrir des portes pour la prochaine Eleanor, celle qui, en ce moment, travaille dans un garage, rêvant de construire quelque chose d'extraordinaire, mais à qui on dit qu'elle ne vaut rien. » Une jeune journaliste leva la main timidement. « Docteur, Mitchell, où irez-vous maintenant ? La NASA voudrait sûrement… » Eleanor sourit, un sourire simple mais chargé de sens. « Je retourne à la bibliothèque, où j'aide les enfants des quartiers pauvres à découvrir la science, où une petite fille de 8 ans peut rêver de Mars sans qu'on lui dise qu'elle est du mauvais genre ou de la mauvaise classe. » Elle se dirigea vers la sortie, la foule s'écartant comme une mer biblique, créant un chemin pour la femme qu'ils avaient tenté de détruire. À la porte, Eleanor se retourna une dernière fois, sa silhouette encadrée par la lumière de l'après-midi filtrant à travers les vitres. « Quelqu'un m'a appelé un jour un décor joli mais inutile. Mais chaque fleur a des épines. Et parfois, ces épines sont nécessaires pour protéger la beauté qu'elle porte en elle. » Eleanor disparut dans l'après-midi de Détroit, non pas en fuyant, mais en étant enfin entière. Lundi, elle serait de retour à la bibliothèque, enseignant la science aux enfants, plantant des graines de rêve dans des cœurs que la société pourrait autrement ignorer. Certains combats se gagnent non pas par la puissance, mais par la dignité intacte. Eleanor avait choisi de ne pas détruire ceux qui avaient tenté de l'humilier, de ne pas utiliser son savoir comme une arme de vengeance. À la place, elle avait démontré quelque chose de bien plus puissant, la force de s'élever au-dessus, de réparer ce qui est cassé et de partir avec grâce dans un monde qui confond souvent la cruauté avec la force et les diplômes avec la compétence. Elle avait montré que le vrai pouvoir réside dans la connaissance de soi, peu importe ce que les autres pensent de que vous devriez être. Sarah Chen s'effondra sur une chaise, les larmes coulant librement alors qu'elle fixait ses mains, les mêmes mains qui avaient pointé et moqué une légende qu'elle n'avait pas reconnue. James Morrison décrocha son diplôme du MIT du mur, le regardant comme s'il voyait pour la première fois à quel point il signifiait peu sans humanité derrière. Richard Sterling resta seul sur la scène, à côté du moteur de 2 millions de dollars sauvé par une femme qu'il avait jugée indigne, son empire d'arrogance s'effritant autour de lui. Le journaliste âgé, qui avait reconnu Eleanor, écrivit ces dernières lignes d'une main tremblante. « Aujourd'hui, j'ai entendu le silence le plus assourdissant de ma vie, le moment où la dignité vainc l'arrogance sans élever la voix. » Dehors, Eleanor Mitchell se fondit dans la foule de Détroit, comme elle l'avait fait à Houston 5 ans plus tôt. Mais cette fois, elle ne fuyait pas.
Elle s'était retrouvée dans l'endroit le plus improbable, non pas dans les honneurs ou la reconnaissance, mais dans le simple acte de faire ce qui était juste, malgré ceux qui voulaient la briser. Et quelque part parmi ces enfants qu'elle aidait à la bibliothèque, il y avait peut-être la prochaine révolutionnaire, le prochain rêveur qui changerait le monde si seulement quelqu'un croyait en eux. Si vous étiez à la place d'Éléonore, entouré de ceux qui ont essayé de vous briser, que feriez-vous? Pardonneriez-vous ou chercheriez-vous à vous venger? Répareriez-vous ce qui est cassé et partiriez-vous ou utiliseriez-vous votre triomphe pour écraser ceux qui vous ont fait du tort? Votre choix, comme l'histoire d'Éléonore, révèle qui vous êtes vraiment. Partagez vos pensées dans les commentaires et si cette histoire vous a inspiré à croire en la force intérieure, abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour plus de récits qui redonnent espoir.